Bonsoir, messieurs et dames, merci d'être encore une fois des nôtres. Nous sommes dimanche et il est logique, à 20h, vous avez votre JDS, journal du dimanche soir, journal XXL qui aborde plusieurs actualités. Je m'en vais directement vous donner le déroulé de ce JDS-là. On va parler du 3 janvier 2021. Cela marque le 55e anniversaire du soulèvement populaire de 66 qui a emporté, on se rappelle bien, le régime de Maurice Yaméogo. L'unité d'action syndicale UAS en abrégé a organisé une conférence publique ce dimanche, donc aujourd'hui même, à la Bourse du Travail. Vous en aurez la teneur. Et puis Covid-19, pourquoi la recrudescence des cas de contamination? Qu'en est-il du fameux vaccin? Comment le Burkina se prépare-t-il? Que se passe-t-il sur la question de l'affaire apivirine? Nous en parlerons avec le Centre de réponse aux urgences sanitaires, Chorus. Et puis, nous parlerons aussi du secteur avicole. Opportunités, défis, perspectives d'un secteur qui attire de plus en plus. Nous en aborderons la réalité de son exercice avec Sié Koulibaly, qui est le président de l'interprofession plutôt volaille moderne. Et puis, on va aussi parler du 11 décembre avec l'initiative de la célébration tournante. Quel est l'impact en termes de développement? Cela se fera avec Youssouf Ouattara, directeur exécutif du Sifweb. Et on parlera aussi sport dans ce JDS et nous le disions, on va parler aussi politique. Vous l'aurez compris, c'est un journal qui aborde des actualités aussi diverses que variées parce que notre actualité, elle n'est pas que politique, elle n'est pas que sportive, elle est transversale. Nous allons commencer par la première des rubriques, c'est santé. Je crois qu'on n'a pas la transition santé, mais toujours est-il que vous savez ce dont nous allons parler dans ce JDS en début. C'est la question du Covid-19. Les derniers chiffres, on les connaît. 112 nouveaux cas confirmés à la date du 1er janvier 2021. 6 940 cas depuis donc le 9 mars. Le dernier chiffre interpelle. Nous vous proposons un regard rétrospectif, celui de Maxime Jean-Eudes Bambara, et c'est dans cet élément. À la date du 9 mars 2020. 9 mars 2020, le ministre de la Santé, entouré de ses collègues de la communication et de l'éducation nationale, annonce depuis le centre hospitalier de Tengrango les premiers cas de Covid-19 au Burkina Faso, après une fausse alerte quelques semaines plus tôt. Il s'agit d'un couple ayant séjourné en France et rentré au Burkina Faso depuis le 24 février, précise Claudine Louguet, sans plus sur l'identité du couple. Mais l'identité du couple Karambiri sera très vite dévoilée par les réseaux sociaux. Pour répondre à l'urgence, le Conseil des ministres, en sa séance du 11 mars, suspend jusqu'au 30 avril tout événement d'envergure sur l'étendue du territoire national en raison de la pandémie. La maladie gagne de plus en plus de terrain et oblige le gouvernement à prendre des mesures restrictives de liberté. Des rendez-vous tels que la Semaine nationale de la culture, SNC et Miss Burkina feront les frais de cette décision. Les établissements d'enseignement sont fermés du 16 au 31 mars. Les syndicats mobilisés contre l'IUTS y voient une façon de les museler et appellent leurs militants à la mobilisation. Ces partenaires sociaux reviennent sur leurs décisions dans un communiqué signé le 15 mars et annoncent la suspension de leur manifestation prévue le 17 mars. Mais la grève de 120 heures est maintenue. Sur le terrain de la communication, les choses se mettent en place avec quelques insuffisances. Les 16 et 17 mars, le ministère de la Santé et l'ambassade de Chine au Burkina Faso se contredisent par médias interposés sur la gestion et la prise en charge des 59 passagers en provenance de la Chine. La maladie continue sa propagation et dans la nuit du 17 au 18 mars, le Burkina Faso enregistre son premier décès lié au Covid-19 selon le coordonnateur national de la riposte à la pandémie. Il s'agit d'une patiente de 62 ans qui souffrait de diabète. Le lendemain, soit le 19 mars, les autorités sanitaires annoncent les 4 premières guérisons, dont le couple Karambiri. Le 21 mars, alors que l'on enregistrait 75 cas confirmés et 4 décès dus au Covid-19, le président du Faso décide de prendre le devant de la riposte. Il annonce dans un discours télévisé une batterie de mesures pour freiner la propagation de la maladie. Le 2 avril, dans un second discours à la nation, Rochmar Christian Kaboré annonce une batterie de mesures sociales, économiques et fiscales d'accompagnement et un plan de riposte sanitaire révisé pour un montant estimé à un peu plus de 300 milliards de francs CFA. Le gouvernement annonce la levée du couvre-feu le mercredi 3 juin. Le 23 juillet, le ministre porte-parole du gouvernement annonce l'ouverture des frontières aériennes pour le 1er août au Burkina Faso. Une décision du Conseil des ministres. Un dispositif est mis en place à l'aéroport
l'aéroport pour veiller au respect des mesures barrières. Un peu plus tôt, le 5 mai, ce sont les transporteurs qui reprenaient du service. Une reprise autorisée également par le gouvernement, mais avec des conditions à respecter, notamment la réduction du nombre de passagers et le port obligatoire des masques de protection. Et contre toute attente, le Chorus annonce après les élections du 22 novembre une recrudescence de la maladie. Depuis le 9 mars, date d'apparition de la maladie au Burkina Faso, le pays a enregistré 6134 cas confirmés, dont 2249 femmes et 3885 hommes. Le pays a atteint son chiffre record de cas de contamination en une journée le 23 décembre dernier, avec 293 personnes testées positives. Selon le diagnostic posé par le docteur Brice Bikaba, président du comité sectoriel santé, lors du dernier point de presse Covid, plusieurs hypothèses peuvent expliquer le rebond de la maladie au Burkina Faso. Il évoque notamment le facteur climatique, le non-respect des mesures de prévention et la porosité des frontières. Covid-19, on en parle toujours sur ce plateau, cette fois avec le docteur Jean-Charlemagne Kondombo. Il est incident manager Covid-19. Bonsoir docteur, merci d'être avec nous. Bonsoir monsieur Vaha. C'est un plaisir de vous recevoir parce que la question, elle cristallise les attentions aujourd'hui avec les derniers chiffres que nous avons vus. Tout à l'heure, Maxime Jean-Eudes Bambara, notre reporter, chutait dans son journal avec les raisons que vous avez avancées de ces chiffres nouveaux qui sont un peu en hausse. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour remédier justement à cela? Merci bien pour l'opportunité que vous m'offrez donc d'échanger au titre donc des mesures qui sont prises par l'ensemble donc de ma hiérarchie dans le cadre de la riposte à la pandémie au Covid-19. Permettez-moi de vous présenter également mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Merci. Alors, en ce qui concerne les mesures, le coordinateur l'a dit à travers donc votre élément qui vient juste de passer. Les causes sont déjà connues et il y a lieu donc immédiatement de renforcer déjà un certain nombre de mesures. Et parmi ces mesures, c'est d'abord le renforcement de la sensibilisation sur le respect des mesures barrières. Et donc ça, c'est un élément essentiel. Et cet élément essentiel fait que on a constaté depuis donc le 27 novembre de l'année en cours donc la recrudescence donc de la pandémie donc à l'échelle donc du pays et notamment avec les deux épicentres Ouaga et Bobo et d'autres qui sont également rentrés en ligne de compte. Donc il faut renforcer le respect donc des mesures barrières. Il faut renforcer également l'engagement communautaire. Il faut que les leaders donnent le bon exemple. Il faut que les leaders commencent par donner le bon exemple. Il faut que les leaders comprennent que la maladie est une réalité. Et il faudrait que eux, d'abord, ils s'engagent et qu'ils donnent un modèle de vivre, un modèle de respect donc de ces mesures barrières. Il faut également renforcer les messages, réadapter les messages à l'endroit de la population, faire en sorte que le message qui doit arriver au niveau donc du citoyen lambda soit le message approprié à sa compréhension, donc pour qu'il puisse véritablement nous accompagner. Vous avez constaté également que les agents de santé, beaucoup ont été donc exposés. Il faut renforcer donc la protection de nos agents de santé. Et renforcer cela, ça veut dire qu'il faudrait donc qu'on fasse en sorte que les mesures de prévention et de contrôle contre l'infection soient renforcées à ce niveau. Il faut également communiquer vraiment beaucoup. Il faut beaucoup communiquer à tous les niveaux. Faire en sorte que les gens puissent comprendre la réalité de la maladie. La maladie est une réalité, elle tue, elle est là et il ne doit pas déroger à qui que ce soit. Et il faut également profiter des médias donc pour vraiment approcher la population et faire en sorte que le message puisse passer. Voilà un peu quelques mesures et aussi le renforcement de la supervision au niveau régional, faire en sorte que nous puissions avoir un regard sur tout ce qui se passe au niveau donc de nos régions. C'est vrai que docteur, quand vous êtes entré ici, vous êtes d'abord assuré qu'on ait la bonne distance avant d'aller votre cache-nez. Mais justement, vous parliez tout à l'heure de ce monde soignant qui aussi a été frappé de plein fouet parce qu'on regarde, c'est quoi, 150 médecins, ça fait 3% du nombre de cas qu'on a. C'est élevé, pourquoi?
Merci, Monsieur Vaha. Il faut dire en réalité que nous avions un peu plus de personnel de santé infectés. Nous sommes autour de 180 environ qui ont été exposés depuis le début de la pandémie. Cela représente environ 2,5% du nombre total de cas. Donc ceci fait que véritablement, cela aussi a une raison, parce que vous savez que les hôpitaux sont une des portes d'entrée donc de tous les cas symptomatiques. Lorsque les malades ont des symptômes, ils ont besoin de soulagement. Donc la première porte d'entrée, c'est donc nos structures de santé. C'est ce qui fait justement que les agents de santé sont exposés. Mais il y a aussi lieu ici de rappeler donc qu'il y a nécessité de renforcer les mesures de prévention et de contrôle contre l'infection et faire en sorte que ces agents de santé-là puissent mettre à leur niveau, puissent appliquer véritablement ces mesures de prévention et de contrôle à tous les niveaux. Aujourd'hui, ce qui marque l'actualité, c'est la question des vaccins. On entend parler de vaccins russes, on entend parler de vaccins européens. Bon, on est un peu perdu. Quel est le choix du Burkina pour ce qui est des vaccins-là et comment est-ce que le Burkina se prépare? Merci. Il faut dire ici que plusieurs vaccins actuellement ont dépassé donc la phase 3 de l'essai clinique. On a tantôt parlé de plusieurs vaccins, mais 3 retiennent l'attention essentiellement donc des acteurs. Donc il s'agit donc de celui de Moderna, celui de Pfizer et celui donc de la firme AstraZeneca. Et à l'étape actuelle, il faut dire que le pays, le Burkina, donc s'est juste engagé à faire en sorte que le pays puisse être préparé et les dispositions nécessaires pour l'introduction du vaccin dans notre pays. Aucun choix donc ne s'est porté sur un vaccin pour l'instant. Donc c'est de faire en sorte que déjà tout le dispositif soit mis en place et que donc ce vaccin, lorsqu'il va être véritablement homologué par l'OMS, il va être également bénéfique à un certain titre avec un ensemble de dispositions qui sont mises en place, notamment pour détecter donc toutes les manifestations donc qui font suite à l'administration du vaccin et à la gestion de ces manifestations puisse être pris en temps réel. Donc le pays a un groupe donc consultatif, donc technique, un groupe technique donc consultatif pour la vaccination, et ce groupe technique consultatif donc fait des propositions, fait des recommandations allant dans le sens véritablement du vaccin qui aura une innocuité, qui aura véritablement le bénéfice réel attendu par nos populations et qui va être également homologué par l'Organisation mondiale de la santé donc, et qui permettra véritablement de couvrir les besoins de nos populations. On parle de vaccins, il y a aussi une solution qui fait débat aujourd'hui, on appelle cela maintenant l'affaire Apivirine. Il y a l'ordre des médecins qui est dans les débats, on entend parler de 2 médecins qui sont aussi dans le débat, nous sommes un peu confus, on parle destin en justice. Qu'est-ce qui se passe avec l'Apivirine? Merci, c'est une question un peu sensible, excusez-moi de ne pas trop m'étaler sur cette question parce que l'Ordre national des médecins est déjà saisi pour cette difficulté ou pour cette question, et certainement des réponses beaucoup plus précises et beaucoup plus appropriées pourront vous parvenir. Soyez sûr que l'actualité est défrayée par cette question et restez donc à l'écoute. Et certainement nous y reviendrons ultérieurement avec des voix plus autorisées que la mienne pourront certainement vous apporter de plus amples précisions. C'est vrai qu'il y a une course au point mondial sur la réponse à la maladie. Est-ce qu'au Burkina il y a aussi d'autres pistes? Alors, il faut dire récemment que les pistes ont été encore élargies, notamment la piste donc de la collaboration avec les praticiens de santé. Il y a également donc bien d'autres pistes. Donc, le pays est en train donc de proposer un nouveau protocole de prise en charge. Donc, ce nouveau protocole de prise en charge va certainement être adopté, et certainement vous verrez qu'il y a de nouvelles pistes donc de solutions qui sont apportées donc face à cette seconde vague qui est en train d'être vécue au sein de notre pays. Vous parlez justement de seconde vague. Ailleurs, lorsqu'on prend le cas de l'Europe, on parle de variantes, de nouvelles souches. En Afrique du Sud,
c'est pareil. De quoi il s'agit, ces variants de Covid-19? Alors, merci. Il faut dire que le virus à l'état sauvage qui nous a été donc importé, et du moins ce qui a été donc introduit dans notre pays, ce virus-là a très vite connu donc des mutations. Ce n'est plus le même type de virus qui était à l'origine. Et cette mutation est survenue donc progressivement avec le nombre de cas donc, qui étaient donc vécus. Et très rapidement, vous avez vu que par la suite, il y avait en tout cas des formes donc, qui étaient beaucoup plus asymptomatiques, sinon même paucisymptomatiques, et qui quelquefois étaient restées donc au niveau communautaire. Donc la mutation du virus fait que il faut s'assurer que à l'étape actuelle du virus, c'est lequel actuellement qui est transmis à la population. Et donc, pour véritablement comprendre cela, il faut donc faire un séquençage. Ce séquençage, ça veut dire qu'il faut regarder pour vérifier la lignée du virus, c'est-à-dire depuis le virus à l'état sauvage, qui est devenu pseudo-sauvage, actuellement, c'est quel type de virus qui est transmis donc à notre population. Et donc pour faire ce séquençage-là, il faut un plateau technique qui est disponible dans notre pays, et je pense que les chercheurs sont là-dessus, et certainement dans les prochains jours, certainement vous aurez des réponses beaucoup plus pointueuses et qui permettront de dire véritablement le type de virus donc, qui est transmis. Et donc, il faut dire que ce taux de mutation génomique, ce taux de mutation génomique est autour donc de 1/10, c'est-à-dire 0,1 donc pour chaque génome. Et donc il va sans dire que des études doivent être faites, des études doivent être encore plus pointueuses pour préciser le type de virus actuellement en circulation. Et donc vous nous rassurez qu'on a les plateaux techniques pour ça. Et je vous rassure que les chercheurs vous diront dans les jours à venir quel est le type de virus qui est en train donc d'être transmis. Je peux vous rassurer que ce n'est plus le même virus que nous avions au départ. Il a subi plusieurs mutations. Même pour le cas burkinabé. Et même pour le virus du Burkina, il y a eu des mutations, ce qui fait que véritablement ce n'est plus le même virus. Donc c'est pas dire qu'il est forcément plus sévère, mais il a changé, il s'est adapté à notre environnement, il s'est adapté à notre milieu. D'accord. Et pour savoir si vous êtes porteur de la maladie, c'est aller faire son test. Ça, c'est aussi simple que cela. Mais on a appris que les tests volontaires sont suspendus alors qu'on est dans une situation de psychose. Pourquoi? Cette question est très sensible. Il faut dire que à l'étape actuelle, il y a une surconsommation, il y a une demande très forte donc, du vaccin, et du moins des tests PCR. Et donc, lorsque vous regardez au titre des consommables du pays, il y a lieu de prioriser, donc pour rendre vraiment notre riposte beaucoup plus efficace et pour faire en sorte que personne ne se sente lésé. Il y a des gens qui venaient faire le test parce que tout simplement, ils ont salué quelqu'un, ils se disent bon, je vais aller quand même regarder, et ils brandissent ça comme étant un ticket donc de passage, et omettant même de respecter à nouveau les mesures barrières. Donc au regard donc de la demande croissante, de la forte demande, et donc des priorités ont été prises donc pour faire en sorte que personne ne se sente lésé. C'est notamment donc la PCR pour les voyageurs, la PCR donc pour les personnes contacts, la PCR également pour donc les contrôles, et la PCR également pour surtout les cas suspects. C'est-à-dire lorsque vous avez des symptômes qui sont apparentés, qui nécessitent qu'on regarde de plus près si vous avez la maladie ou si vous faites la maladie ou pas, en ce moment, on va donc vous demander la PCR, et c'est dans ce sens justement qu'il faut apprécier donc cette réorientation qui est faite donc par les autorités en place. Merci bien, Dr Jean-Charlemagne Kondombo. Vous êtes incident manager Covid-19. Merci d'être passé et avoir éclairé notre lanterne sur ce sujet-là. Encore merci. On va poursuivre ce JDS avec un zoom que nous permet notre reporter sur une culture qui est bien spécifique, celle des champignons, et c'est avec Sanata Siri.
Nous sommes à la caverne burkinabé des champignons comestibles. Et dans cette maisonnette couverte des séquoies à l'intérieur, l'on pratique la myciculture, culture des champignons. Une ferme à l'intérieur de laquelle est exposé plusieurs baillots noirs sur des étagères. Cette agriculture qui est très peu connue au Burkina Faso est ici adoptée par Aïcha Dibora Traoré. Tout est parti d'un article que j'ai regardé sur le net. Voilà, j'ai vu un exemple de réussite en Côte d'Ivoire et ça m'a tiqué. J'ai parcouru l'article, j'ai lu et puis j'ai essayé de lancer encore plusieurs recherches sur la culture de champignons en Afrique. Et j'ai vu que c'est une culture qui réussissait et je me suis dit pourquoi pas ne pas l'essayer ici également. On est allé à l'université de Ouagadougou un peu partout pour savoir où est-ce qu'on peut avoir les éléments nécessaires. C'est ainsi que le professeur Sankara à l'université, à l'UFR SVT, nous a mis en contact avec l'université d'Abomey au Bénin. Voilà, pour une formation et pour pouvoir avoir aussi la sémence de mycélium. La culture des champignons se fait sous une température comprise entre 24 et 26 degrés. Et notre mycicultrice de nous expliquer les procédures de cette agriculture. Ok, donc la première étape, c'est l'acquisition des intrants. L'acquisition des intrants et à la semence de champignons qui est le mycélium et à la paille de riz, le substrat que nous utilisons. Voilà, donc après cette acquisition-là, nous procédons plutôt à la découpe de la paille et après il y a un certain nombre de mélanges qu'on fait avant de pasteuriser ça. C'est après la pasteurisation maintenant que nous procédons à l'ensemencement à l'aide de la sémence, à l'aide du mycélium. Et après cette étape, nous déposons nos potes. Les kits de culture sont des kits fertilisés et stérilisés et puis ensemencés. Nous déposons maintenant dans la salle de culture et on patiente 3 à 4 semaines. 3 à 4 semaines, c'est ce qu'il faut aux champignons pour évoluer avant d'être récoltés. Il existe plusieurs types de champignons comestibles, mais ici à la caverne burkinabé des champignons comestibles, ils ont décidé de se lancer dans la culture des pleurotes, un champignon des pays tropicaux. C'est parce que cette culture est un peu moins d'obligations que les autres. Sinon, il y a plusieurs espèces de champignons comestibles qu'on peut cultiver. Mais compte tenu de notre climat ici, voilà, le pleurote s'y est bien. Mais au fur et à mesure, nous prévoyons quand même intégrer d'autres types de champignons. Il y a le shiitake qu'on prévoit intégrer et d'autres types de pleurote aussi. Parce que le pleurote a plusieurs espèces. Et c'est comme la culture, c'est comme j'ai dit ça. Une culture comme tout autre, c'est la nature qui autorise. Voilà, le principe c'est de 3 à 4 semaines, mais en fonction du climat qu'il y a et tout autour, souvent on peut aller au-delà de 4 semaines. Voilà, l'essentiel c'est de ne pas avoir beaucoup de pertes. Parce que les bottes de culture peuvent être contaminées. Mais tant que ce n'est pas contaminé, ça peut prendre le temps qu'il faut pour pouvoir commencer à produire. Le champignon est une plante qui a de nombreuses vertus. Il est plus utilisé en cuisine et contient de la vitamine et des sels minéraux. Il a des vertus thérapeutiques et contient beaucoup de vitamine B, le zinc et il a beaucoup d'antioxydants. Et c'est conseillé pour ceux qui souffrent d'hypertension ou de diabète ou qui sont prédisposés. Voilà, c'est un aliment sain. Moi, j'aime l'appeler, c'est de la viande végétale. Ça se consomme comme on veut, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça nous apporte un bien-être et vraiment, on n'a rien à craindre comme les autres. Voilà, et ce que je peux ajouter, c'est que c'est essentiel d'intégrer ça. Voilà, les champignons dans la consommation, dans nos habitudes alimentaires. La myciculture est une activité qui nourrit bien son homme et devrait être un potentiel à promouvoir au Burkina Faso, selon Aïcha Dibora Traoré. Pour que cela soit une réalité, il faudra que les Burkinabés intègrent la consommation du champignon dans leur habitude alimentaire. Selon la responsable de la caverne burkinabé des champignons comestibles, la majeure partie qui en consomme préfère les champignons dans les boîtes de conserve. La preuve, leurs principaux clients sont essentiellement quelques restaurateurs et particuliers. Après la myciculture que certains viennent de découvrir, on va parler de l'aviculture et c'est après cette brève transition.
Parlons donc économie à présent et nous avons un invité, c'est Sié Koulibaly, président de l'interprofession volaille moderne. Bonsoir M. Koulibaly et merci d'être avec nous. Bonsoir Géoffroy. C'est un plaisir de vous recevoir. Ça fait plusieurs fois qu'on dit à nos téléspectateurs qu'on vous recevra ici. Et la semaine passée, on avait pu passer un élément très intéressant avec Moablaou. On a pu voir un peu tout ce qu'il a pu poser et comme, on va dire, geste dans le domaine de l'entrepreneuriat avec le sérieux qu'il y a mis. Aujourd'hui, on va parler justement de ce secteur qui est très important avec vous, mais on va vous installer d'abord avec un reportage et cela nous est proposé par Nyenye. Merci. Après 4 années de service dans une organisation internationale, Madame Dipama décide de se consacrer entièrement à l'élevage de la volaille. Pour elle, cette activité libérale est moins contraignante et plus rentable. Après plusieurs années, Madame Dipama est installée dans son propre local. Et toujours en phase de croissance, son entreprise fait un chiffre d'affaires annuel de plus de 50 millions de francs CFA. J'avais pour fonction assistante aux coordonnatrices parce que c'était le travail que je faisais. Donc, quand mes temps libres, bon, pas mes temps libres parce que je créais du temps libre pour y aller. Je partais suivre, je regardais. C'est bon. Je me suis rendu compte. De l'autre côté, la pression était tellement forte. Et là, je peux être encore plus relax. Et c'est à moi, en fonction de mon dynamisme, si je peux accroître ou régresser mes profits. Parce que là-bas, moi, j'avais un salaire fixe, je peux le dire, de 225 000. Et ma première bande de pondeuses que j'ai faite, la première vente que j'ai faite, quand j'ai commencé à vendre les œufs, j'avais déjà un bénéfice de 300 000. J'ai dit, mais dis donc, quand je me lève le matin, je pars, je bosse, du matin jusqu'au soir, souvent même je n'ai même pas de repos. Et ça, dans mes temps perdus, je peux avoir 300 000. J'ai dit, bon, attends. Débutée avec des pondeuses, Madame Dipama évolue aujourd'hui avec un cycle court. Le principe, acheter des poussins, les élever, puis les revendre. Tout commence ici. Les poussins, c'est la matière première. C'est les poussins de la ferme Fadima, en provenance du couloir de Fadima à Koubri. Et les poussins ont 3 jours. Là, c'est la phase finale de notre élevage. Les poulets sont en âge adulte, c'est-à-dire, bon, aujourd'hui ça fait leur 47e jour. Hein. Aujourd'hui ils ont 47 jours et voilà comment ça se présente à l'âge adulte. Mais Madame Dipama regrette que la consommation du poulet de chair ne soit pas encore très prisée par les Burkinabés. Vous le voyez sur pied, c'est des poulets bien sains. Vous le prenez et puis bon. Contrairement à ceux qui viennent des surgelés, vous ne savez pas combien de temps ils ont fait. Ça, c'est des poulets vivants. Vous le prenez tout de suite, vous l'abattez et puis ce que vous voulez faire. Le goût, il est là. Ce qui est dommage, c'est que présentement, nous nous battons pour que le poulet de chair rentre dans la consommation des Burkinabés. Parce que, bon, dans tous les cas, je pense qu'on sera obligé d'y aller. Parce que actuellement, les poulets locaux ne peuvent plus satisfaire la demande. Cette entreprise est certes rentable, mais budgétivore selon Madame Dipama, qui dit débourser près de 2 millions de francs CFA pour l'alimentation de ses poussins en 45 jours. C'est des poulets, ils vous prennent 6 tonnes en 45 jours. Donc, essayez d'évaluer la tonne à 300 000. Ça vous revient combien? Et vous devez mobiliser tout cet argent-là avant 45 jours. Ça, c'est sans compter le prix des poussins. Donc, vous voyez, c'est une activité qui nécessite beaucoup d'argent. Donc, ça fait que c'est difficile. Difficile, mais indispensable dans l'élevage de la volaille, selon les responsables de Vono Aliments, une entreprise spécialisée dans la production des aliments pour volailles depuis 2007. L'aliment classique se présente sous forme farinée, c'est-à-dire sans farine. Et puis le deuxième aliment se présente en granulé, c'est en graines. La différence est que l'aliment granulé est plus bénéfique, permet en fait aux éleveurs d'avoir un bon rendement à la fin du cycle.
Autre élément indispensable dans l'aviculture, le contrôle sanitaire. C'est dans ce domaine que le cabinet de ce technicien supérieur d'élevage intervient. Son rôle est d'apporter un appui conseil aux acteurs de l'élevage. Retour sur ce plateau pour la partie entretien. Je le disais, nous sommes avec Sie Koulibaly, président de l'interprofession volaille moderne. Monsieur Si, on a suivi cet élément très intéressant. Madame Dipama, qui fait partie de l'interprofession. Et puis, notre visage, mais on va en parler après. Oui, mais monsieur Sie Koulibaly, quand on écoute et on regarde le reportage, moi j'ai une première question. Pourquoi aviculture moderne? Parler de l'interprofession. Oui, vous savez que le Burkina était un pays d'élevage par excellence. D'abord, j'allais oublier de vous remercier. Ah oui, c'est un plaisir. De donner la parole pour présenter notre secteur. Alors, vous savez, le Burkina est un pays d'élevage par excellence. Et élevage, en matière d'aviculture, nous avons ce que nous appelons les poulets bicyclettes là, qui sont un label burkinabé. Alors, ces poulets bicyclettes là font partie de l'aviculture traditionnelle que nos parents, nos grands-parents pratiquaient depuis longtemps. Alors, en temps, c'est intégrer l'aviculture en confinement à plus grande échelle. Parce que l'aviculture traditionnelle se pratique en l'air libre et l'aviculture moderne se pratique en confinement avec des effectifs beaucoup plus élevés, avec des pratiques beaucoup plus modernes, plus élaborées. Voilà pourquoi on parle d'aviculture moderne. D'accord. Ouais. Et on a suivi l'élément qui était très intéressant, qui pose beaucoup de problèmes. Oui. Il y a la question de la concurrence déloyale, on va y revenir. C'est ça. Il y a la question de financement même, parce qu'elle dit ce que ça demande en termes d'aliments et donc d'achat et donc de consommation pour ces volailles-là. Oui. Comment se fait l'accès au financement pour ce qui est de ce secteur? Est-ce qu'il est aisé? L'accès au financement, je vous avoue qu'il n'est pas du tout aisé parce que, vous savez, c'est un secteur qui n'est pas encore connu. Par les structures de financement, notamment les banques. Or, vous savez que les banquiers réfléchissent beaucoup en termes de risques. Alors, si bien que le secteur ayant été présenté comme étant à fort risque, alors les banquiers se sont retrouvés être très frileux pour accorder les financements. Mais Dieu merci, ces dernières années, il y a eu beaucoup d'actions qui font que les banquiers connaissent de plus en plus le secteur. Et les acteurs eux-mêmes maîtrisant de plus en plus les risques, ça fait que nous allons vers une meilleure connaissance du secteur, de sorte que les financements deviendront à être beaucoup plus fluides. Alors, nous avons l'action d'un projet du ministère des Ressources animales qui, depuis 2 ans, travaille sur le terrain en mettant en relation les acteurs, donc les éleveurs, et les institutions de financement, pour permettre à ces institutions de financement-là de mieux connaître le secteur. Il s'agit du projet PADELB qui a beaucoup fait et qui continue à beaucoup faire pour que les acteurs de l'élevage, les acteurs de l'aviculture en conséquence, soient plus outillés pour introduire des dossiers auprès des banques et que de notre côté, les banques soient mieux outillées pour mieux connaître le secteur afin de faciliter les financements. Là, c'est une action qu'il faut beaucoup saluer au passage, parce que je sais que ça apportera un grand plus dans le financement du secteur. Et quand on regarde, le marché il est là. Oui. Quand on voit les chiffres, c'est 60 000 à 100 000 poulets consommés par jour à Ouagadougou. Oui. C'est-à-dire 100 000 lorsqu'on est dans les périodes des pics. Vous prenez le Bobo du Lasso, c'est 12 000 à 20 000 poulets consommés par jour. Oui. Mais c'est un vaste marché. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas, avec tout ce qu'on voit là, toute la force, vous n'arrivez pas à combler ce besoin-là et qu'on soit obligé d'en importer encore? Monsieur Var, vous savez, c'est vrai, le marché existe. Mais les contraintes aussi sont là. D'accord. Alors, les contraintes, la principale actuellement, après les questions de financement, il y a cette question liée à l'importation frauduleuse. Vous avez vu tout récemment la Ligue des consommateurs, dont je salue le travail au passage, et l'équipe de monsieur Traoré. Alors, la Ligue des consommateurs, tout récemment, a fait une sortie pour faire des saisies et détruire des poulets impropres à la consommation. Alors cette fraude-là, avec nos frontières assez poreuses, cette fraude-là arrive à inonder nos marchés de produits vraiment, j'allais dire parfois avariés. Alors ça, c'est un des facteurs très contraignants qui plombe beaucoup nos productions, bien que le marché soit disponible.
Alors à côté de cette question de fraude, il y a d'autres facteurs qui sont liés même à la structuration du secteur sur laquelle on travaille. Il y a le plateau technique des éleveurs qu'il faut beaucoup améliorer pour les mettre au diapason de l'évolution actuellement du secteur. Quand je dis au diapason de l'évolution du secteur, c'est sur le plan international. Donc il y a tous ces éléments-là qui font que la demande nationale, qui est assez forte comme vous le dites, est difficile à être satisfaite par la production nationale. D'accord. Dernière question. Oui. Est-ce qu'en la matière, l'État devrait pouvoir faire encore quelques efforts? Puis qu'est-ce que vous attendez? Ça sera notre dernière question. Non, je pense que, M. Geoffroy, il faut qu'on change de paradigme. D'accord. Parce que vous voyez, ici, on demande trop à l'État. Okay. Et l'État est submergé. Je pense que plutôt qu'il faut poser la question dans un autre sens. Qu'est-ce que les acteurs devraient faire pour que l'État vienne ensuite en appui? En appui, évidemment. C'est aux acteurs de mieux se structurer. C'est aux acteurs d'entreprendre des actions qui puissent amener l'État à les appuyer. Tout récemment, nous avons un groupe d'acteurs à Bogo-Dioulasso qui a organisé les journées avicoles, qui ont connu un grand engouement. Et ce premier pas-là, par exemple, qui, j'espère, va continuer, devrait pousser l'État à faire davantage pour le secteur. Parce que, ouais, je le disais tantôt, l'État étant saturé, alors c'est ceux-là qui bougent, qui prennent des initiatives, qui peuvent bénéficier des actions de l'État. Loin de moi l'idée de dire que l'État ne fait rien. Non, l'État fait beaucoup actuellement. Mais je crois que c'est aux acteurs d'abord de s'activer pour pouvoir ensuite bénéficier des appuis de l'État. C'est bien ça. Oui. Merci bien, Sekou Coulibaly, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président de l'interprofession volaille moderne. Et j'espère qu'on aura encore l'opportunité de pouvoir discuter avec vous, toujours sur ce sujet passionnant. On va rester toujours... Merci, plutôt à vous. D'accord. Vous restez avec nous. On va toujours parler économie, cette fois-ci avec une initiative, celle de la célébration tournante du 11 décembre. Quel est l'impact sur la collectivité bénéficiaire? Il y a le CIFWEB qui a jeté son regard là-dessus, un centre qui est spécialisé donc dans les questions de budget. Et voilà l'élément que nous vous proposons juste avant de discuter. Après plus d'une décennie de mise en œuvre, la politique de célébration tournante de la fête nationale a eu un impact peu satisfaisant sur le budget des collectivités qui ont bénéficié des investissements. C'est le résultat de l'étude du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFWEB qui est basé sur l'évolution du recouvrement budgétaire de ces collectivités. S'il y a un certain nombre d'investissements, d'infrastructures, en principe cela doit conduire à un développement de l'activité économique et donc à l'élargissement de la matière fiscale et par conséquent les budgets de ces communes-là devraient ressentir l'effet. Et dans cette analyse, on a constaté qu'il y a certaines taxes qui se sont améliorées, mais il y a d'autres qui ne se sont pas améliorées. Et c'est surtout la commune de Gawa où on a constaté que pour l'ensemble de ces taxes considérées, le résultat est globalement positif. Pour les autres, c'est souvent certaines taxes se sont améliorées, mais d'autres n'ont pas véritablement bougé. Le CIFWEB soutient tout de même que des investissements importants ont été faits dans ces localités, des investissements qui ont permis la réalisation d'infrastructures routières, des bâtiments publics et l'éclairage public, chose qui devrait développer l'activité économique et augmenter l'assiette fiscale dans les différentes communes. Pour Youssouf Ouattara, ce résultat n'est pas atteint et il accuse les services de recouvrement. Les administrations de recouvrement, les acteurs chargés de recouvrement, ils ne se sont pas suffisamment organisés pour prendre en charge cette nouvelle donne. Parce que déjà, beaucoup de ces administrations ont des difficultés en matière de recouvrement. Et avec le 11 décembre, avec les investissements du 11 décembre, donc on a plus de contribuables, on a plus d'activités économiques. Donc il aurait fallu que ces acteurs-là s'organisent davantage pour pouvoir couvrir l'ensemble de ces acteurs économiques et de ces contribuables. Donc il y a forcément une insuffisance dans l'organisation des acteurs de recouvrement.
Autre entrave à la croissance du budget des collectivités, c'est l'incivisme fiscal. Et le CIFWEB appelle à la sensibilisation des citoyens afin que chacun soit un bon contribuable. Que les élus locaux jouent ce rôle d'éducateur, de sensibilisation et d'échange avec les contribuables pour que les gens comprennent l'intérêt de contribuer. Voilà, on parle de l'impôt, mais en réalité, il s'agit de contribuer. Parce que si vous bénéficiez d'infrastructures construites par le peuple, il est normal que en retour, vous puissiez donner quelque chose pour permettre de réaliser autre chose. Le directeur exécutif du CIFWEB appelle donc les autorités locales à prendre leurs responsabilités afin de mieux profiter des investissements du 11 décembre. Si l'État réalise les infrastructures, donc il revient aux acteurs locaux de s'organiser, que l'État a créé, a aidé à créer les conditions. Donc il faut que les acteurs s'organisent pour optimiser l'exploitation et l'utilisation et les retombées de ces infrastructures. Je pense sur plusieurs aspects, c'est ce qui a manqué. Il y a des infrastructures qui sont réalisées, c'est aux acteurs locaux de voir quel type d'activité économique il faut développer autour de ces infrastructures pour les exploiter davantage et s'appuyer sur ces activités pour pouvoir développer leur économie. Youssouf Ouattara invite les services de recouvrement des impôts à utiliser la nouvelle technologie afin de géolocaliser tous les contribuables, chose qui permettra de mieux suivre leurs activités et de mieux prélever les impôts. Retour sur ce plateau pour aborder donc la question de ce cycle qui est en train de prendre fin, celui de célébration tournante du 11 décembre. Et nous sommes avec Youssouf Ouattara, qui est le directeur exécutif du CIFWEB, entendez Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. On vous entendait tout à l'heure dans l'élément, c'est très intéressant déjà de jeter un regard comme ça sur cette initiative-là. Et puis, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de bilan de façon majeure? Effectivement, comme vous l'avez dit, le CIFWEB s'intéresse entre autres à l'allocation budgétaire, mais surtout l'efficacité de la dépense publique. Ce sont des ressources publiques qui sont mobilisées pour organiser le 11 décembre et particulièrement pour réaliser des infrastructures. Alors, ces investissements doivent avoir un impact et doivent produire un résultat en termes d'amélioration des conditions de vie des populations dans des villes qui l'accueillent. Donc, c'est pour ça que nous sommes intéressés particulièrement à la dimension impact sur les budgets locaux. Parce que nous sommes partis de l'hypothèse que si ces infrastructures sont réalisées, notamment les infrastructures routières, il y a aussi l'éclairage et d'autres infrastructures, si elles sont réalisées, normalement ça va aboutir à la création d'une activité économique beaucoup plus consolidée et donc un impact sur les budgets locaux par le fait de l'élargissement de l'assiette fiscale. Donc c'est cet aspect que nous avons voulu regarder. Et en termes de résultats, il faut dire que ce n'est pas l'ensemble des ressources que nous avons regardé. Nous avons regardé les taxes et impôts qui sont sensibles aux investissements du 11 décembre. C'est par exemple l'occupation du domaine public. Ça veut dire que si vous installez votre hangar, votre kiosque, par mètre carré, vous devez payer une taxe à la commune. C'est aussi la contribution des micro-entreprises qui était anciennement la contribution du secteur informel. C'est aussi la taxe sur la publicité parce que s'il y a plus de bitume, il y a plus de panneaux publicitaires et vous devez payer annuellement une redevance. Donc il y a un certain nombre de taxes et impôts que nous avons identifiés comme étant sensibles donc à ces investissements et nous avons regardé l'évolution de ces taxes-là. Et il y a des recommandations à la fin. On va terminer avec ça. Oui, on va terminer, mais surtout en termes de résultats, il faut dire que l'ensemble des communes qui ont abrité le 11 décembre ont amélioré particulièrement l'occupation du domaine public. Mais la contribution des micro-entreprises, le résultat est vraiment médiocre sur ce plan. Le résultat n'est pas très fameux. Donc c'est pour ça que nous avons formulé un certain nombre de recommandations sur la base des facteurs que nous pensons expliquent ce faible niveau de performance. C'est d'abord, lorsqu'on identifie les infrastructures, il faut que ce soit des infrastructures qui soutiennent l'économie, qui permettent aux acteurs donc, de développer une activité économique et améliorer leurs conditions de vie, créer de l'emploi, créer de la richesse. Mais c'est aussi à l'ensemble des acteurs, lorsque les infrastructures sont réalisées,
de s'organiser pour que chacun joue son rôle, que ce soit les administrations de recouvrement et qu'elles s'organisent à prendre en charge les nouveaux contribuables qui sont rentrés sur la scène économique, mais aussi aux maires de travailler à sensibiliser, mais surtout à donner l'exemple en matière de promotion du civisme. Par exemple, que chaque maire paie, qu'on s'assure que chaque maire paie annuellement sa taxe de résidence, par exemple, ce qui n'est pas évident, je sais de quoi je parle. Donc, s'il y a cette exemplarité, je pense que ce sera déjà un début en termes de promotion du civisme fiscal. Je vois beaucoup, vous n'avez pas d'aligner les investissements durant sur les plans locaux, orienter les investissements vers la réalisation d'unités de production de transformation structurante des produits locaux, opter pour des infrastructures de soutien à la production, comme vous le disiez tout à l'heure. Voilà. C'est le cas, quand on dit d'orienter vers des investissements de production, le cas le plus illustratif, c'est vraiment Koudougou. Koudougou a abrité le 11 décembre 2012. Vous voyez à l'entrée de Koudougou, vous avez beaucoup d'investissements qui sont là. Et donc, c'est des capitaux mobilisés, alors qu'on aurait dû orienter déjà ces capitaux vers la création d'unités économiques qui peuvent permettre de transformer les produits locaux, de créer de la richesse et de créer de l'emploi. D'accord. On vous dira merci d'être passé. C'est bien le CIFOEB avec lequel nous sommes très souvent. Et on espère que ceux qui nous regardent tiendront compte aussi des résultats du travail que vous avez pu mener, parce qu'il ne reste que ignorer pour boucler la boucle, comme on dit. Et puis il faut intégrer, quoi qu'on dise, les critiques pour qu'on ait, s'il y a lieu de continuer dans du tournant, quelque chose de plus efficace. Merci bien d'être passé sur le plateau. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif, le directeur exécutif plutôt, du CIFOEB. Nous allons à présent passer à une autre page de notre JDS, c'est la page politique. 3 janvier 1966, 6 années après les indépendances, le régime de Maurice Yamoyogo, premier président de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, s'effondre sous la pression de la rue. 55 ans après cet événement, le mouvement syndical burkinabé, réuni autour de l'unité d'action syndicale UAS, jette un regard rétrospectif sur ses activités en faveur de l'amélioration des droits des travailleurs et l'ancrage de la démocratie. Et l'UAS compte à son actif des actions dans la défense des intérêts des travailleurs et des populations en général. La dénonciation des programmes d'ajustement structurel passe, quelle que soit l'appellation, y compris le PNDS. La participation du mouvement syndical entièrement ou en partie à la lutte contre la vie chère, les crimes économiques et la corruption à travers la CCVC et le RENLAC. Les prises de position contre les dévaluations du franc CFA le 12 janvier 1994. Les luttes contre la réforme globale de l'administration publique RGAP. L'adoption et l'application de la loi 081 qui a amélioré sensiblement les salaires des fonctionnaires brimés antérieurement par la loi 013. Les augmentations de salaire, même si elles sont faibles, et appliquées de façon sélective. Pour l'UAS, la lutte est loin de prendre fin. Elle note plusieurs défis à relever pour la prise en compte des revendications des travailleurs par le gouvernement. Il s'agit d'œuvrer à donner une suite à des engagements pris par le gouvernement à l'égard de l'unité d'action syndicale, mais aussi envers certains syndicats ou regroupements syndicaux. La mise en œuvre de l'allocation chômage. L'inflation qui se traduit par des augmentations de prix de certains produits. La crise qui prévaut dans le secteur essentiel tel que ceux de l'éducation, de la santé et du foncier. Pour les conférenciers du jour, le pouvoir du MPP a donné du fil à retordre aux travailleurs. C'est pourquoi Richard Tiendrebego et ses camarades disent ne pas attendre grand-chose de ce deuxième quinquennat du président du Faso. Je préfère dire la vérité, nous n'attendons pas beaucoup. C'est ce que nous avons relevé, c'est-à-dire c'est la préparation de la répression du mouvement syndical. Et nous aussi, nous avons sollicité le mouvement syndical à se préparer en conséquence. Qu'ils sachent que le mouvement syndical a toujours su faire face à toutes les difficultés. L'unité d'action sera retrouvée pour s'opposer à sa liquidation, comme l'a tenté le CNR qui a échoué, comme l'a tenté bien d'autres pouvoirs avant le CNR, ainsi de suite là. Cette fois-ci encore, ils vont nous trouver sur notre chemin. Ce panel, un cadre d'échange entre les mouvements syndicaux, a permis de faire des recommandations pour renforcer l'UAS dans la lutte pour l'atteinte de ses objectifs. Pour les responsables,
Le plus important est une véritable unité d'action. L'unité d'action syndicale donc réunie ce matin et on connaît le thème unité des travailleurs, acquis et défis. Je suis avec Bernard Bougouma, le chef du desk politique de WattFM et True TV. Bonsoir Bernard, merci d'être avec nous. Bonsoir Geoffroy, bonsoir mesdames, messieurs. L'élément qu'on vient de regarder tout à l'heure, c'est traditionnel pour les 3 janvier, l'histoire, on la connaît. C'est traditionnel et puis c'est effectivement l'histoire parce que c'est avant tout une lutte syndicale qui a abouti, contrairement à l'insurrection où c'était différent. Donc là il faut dire que c'est un syndicat qui est également qui marque sa fierté, qui d'avoir contribué sur le plan politique à inverser la tendance et à améliorer également la gouvernance démocratique au Burkina. Je ne pense pas que si on n'avait pas eu un 1966, un 3 janvier, on aurait eu le ballottage de 1978 qui a opposé l'élection Malker-Lamizana, qui avait donné à l'Afrique le premier ballottage d'après indépendance. Donc ça a été également une illustration que la démocratie burkinabèse s'est bonifiée avec le temps. Et là, on le doit aux dévanciers. Et donc, le syndicat, à chaque année, marque d'une pierre blanche cette commémoration parce que le syndicat était à l'avant. Dernière question, Bernard, parce que c'est le 3 janvier, il fallait bien marquer ce arrêt-là. Oui. Mais on a un premier ministre qu'on est en train d'attendre. C'est vrai que tout le monde attend le nom. Mais il y a un monde syndical qui est en train d'affûter ses armes. À votre avis, cette première année de Roch élu, nouvellement élu président pour un dernier mandat, ça va donner quoi? Bon, la situation fait qu'on est en train de perdre l'espoir. On se dit, est-ce qu'on aurait mieux? Je suis désolé de le dire, mais c'est à ça on nous l'envoie. 2015, on nous disait qu'il y avait trop de batailles à l'intérieur, mais cette année, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe. Pour des gens qui ont une longue expérience du pouvoir d'État, et pour quelqu'un qui dit qu'il a tiré les leçons, et qui, dans son discours d'investiture, 2015 comme en 2020, il dit qu'il appelle le Burkinabé à se mettre rapidement au travail. Et lui, il peine à trouver un chef de chantier pour conduire les travaux des Burkinabés. C'est la grosse question qu'on se pose. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que le diesel est toujours du diesel. Le moteur n'a pas changé. C'est du diesel toujours. En tout cas, l'Union d'action syndicale parle d'unité des travailleurs, acquis et défis. Merci bien, Bernard Bougouma. Dernière rubrique à aborder, c'est le sport et c'est après cette transition. Sport avec Assami Thiemtouré. Vous avez quoi pour nous? Vous me parliez de sport de handicapés. Bonsoir déjà. Bonsoir Geoffroy, bonsoir à tout le monde. Oui, c'est vrai, on parle de sport de personnes vivant avec un handicap visuel. C'est le Torbal, oui, qui est une discipline un peu méconnue du public sportif burkinabé. Oui, et ce sport se pratiquait au Burkina Faso avec la Fédération burkinabé de handisport. C'est un sport aussi qui en tout cas qui a été lancé par un jeune journaliste et chroniqueur sportif, en l'occurrence Abdoulaye Bandago. Voilà, donc il veut promouvoir ce sport-là pour que, en tout cas, ces personnes vivant avec ce handicap-là puissent s'épanouir, puissent trouver un terrain où ils peuvent s'illustrer, montrer aussi de leur talent. On va le regarder rapidement et puis on avoir une idée. C'est maintenant. Un coup franc, deuxième coup franc en faveur de... Ah, ils attendent même pas qu'on siffle. Je vois un peu, mais expliquez-nous comment ça se passe, parce que là, on est un peu perdu. Oui, c'est vrai, c'est comme du handball, mais non, c'est du torbal, voilà, bien dit, et 2 camps comme au football aussi, mais avec des ballons, avec des clochettes à l'intérieur, et oui, pour que ces malvoyants puissent sentir le son, pour comprendre que voilà, le ballon se déplace, voilà, avec ces clochettes-là, et il faut avoir 3 joueurs de chaque côté pour pouvoir
pouvoir jouer et avec des règles bien, en tout cas, bien dressées. Voilà, donc ces joueurs-là, c'est vrai qu'ils sont des malvoyants, mais ils doivent obligatoirement porter des masques, on va dire, hein, des banderoles, hein, pour voilà, couvrir le visage, parce qu'il y a des personnes qui sont malvoyants, mais ils voient au moins un peu. Donc pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, voilà, tout le monde doit porter ces banderoles-là pour voilà, être dans les règles, voilà, et puis, pour jouer. Précisez déjà à nos téléspectateurs que vous avez le rendez-vous de demain et qu'ils pourront voir cela dans le détail, c'est bien ça? Oui, c'est vrai, à la matinale on peut le voir, mais déjà on a reçu cette jeune équipe-là, l'amicale club des personnes vivant avec un handicap visuel. Ils sont venus sur le plateau Sport 3 du 1er janvier. Voilà, donc on a parlé en long et en large de cette discipline-là, qui est un sport, une discipline qu'il faut promouvoir au Burkina Faso, qu'il faut vraiment prendre en compte dans le handisport. C'est vrai qu'on le pratiquait, oui, mais c'est pas bien reconnu. Il faut déjà former ces jeunes-là pour qu'il y ait une équipe nationale, pour que voilà, le Burkina Faso puisse représenter cette discipline à l'extérieur. Donc, en tout cas, c'est notre travail, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce combat-là qu'on a voulu mener en invitant ce club-là à l'émission Sport 3, voilà, pour vulgariser en tout cas le torbal au Burkina Faso. Très bien, alors. Rendez-vous, c'est demain. Rendez-vous demain à 20h35 pour l'émission Sport 3. Merci bien à Sami Touré. Cela met aussi le point final à ce JDS, journal du dimanche au soir, que j'ai pris plaisir à présenter. Je vous dis au revoir et à dimanche prochain.